Après avoir fait un voyage en Turquie dans la vidéo précédente, partons maintenant en Syrie, pays où les Kurdes ont toujours été fortement réprimés par le pouvoir syrien. La guerre civile qui éclate en 2011, suite au printemps arabe syrien, a eu pour effet d'affaiblir le pouvoir de Bachar el-Assad. La région kurde de Syrie appelée le Rojava est épargnée par les combats. Et afin que les Kurdes syriens n'entrent pas dans le conflit, il leur accordera une sorte d'autonomie. Aussitôt, le parti de l'Union démocratique, le PYD, proche du PKK turc, crée sa branche armée, l'Unité de protection du peuple, c'est les YPG, et sera rejointe en 2013 par l'armée des femmes libres du Kandil irakien. Cette organisation de femmes prendra le nom de l'Unité féminine de protection, c'est les YPJ. Bras armés du PYD, ces deux organisations seront les principales forces d'opposition sur le front syro-irakien face à Daesh, dont il reste encore quelques poches de résistance dans la région d'Alep, dans l'ouest de la Syrie. Allons maintenant en Irak. Et depuis 1961, il y a eu 4 insurrections face au mouvement irakien revendiquant l'autonomie du Kurdistan irakien. Et une fois de plus, c'est la division des Kurdes qui favorisera la défaite et la répression qui s'ensuivra. Aujourd'hui, la région autonome du Kurdistan a acquis son autonomie depuis 2003, suite à la chute de Saddam Hussein lors de la Deuxième Guerre du Golfe. Elle est dirigée par 2 partis qui se sont naguère entre-déchirés. Et pour faire court, le Parti démocratique du Kurdistan irakien, le PDK, créé en 1946, tourné vers la Turquie et dirigé par Massoud Barzani, l'actuel président de la région autonome du Kurdistan irakien. L'autre, l'Union patriotique du Kurdistan, l'UPK, né en 1975 d'une scission du PDK, tourné vers l'Iran et dirigé par Jalal Talabani. Toutefois, bien qu'antagonistes, ils s'accordent pour diriger cette région économiquement viable, car il s'y trouve des puits de pétrole dans la province de Kirkouk. Toutefois, cette province pétrolière fait l'objet de différends frontaliers entre le pouvoir irakien et la région autonome du Kurdistan. Anticipant la fin de la guerre avec Daesh, Massoud Barzani a annoncé l'organisation d'un référendum pour passer de l'autonomie à l'indépendance de la région autonome du Kurdistan irakien, incluant Kirkouk dans son périmètre frontalier. L'ensemble de la communauté internationale s'y oppose, en considérant que cette décision inopportune pourrait déstabiliser l'équilibre encore fragile de cette région. Et le pouvoir irakien en profitera pour reprendre militairement le contrôle de cette ville et faire main basse sur cette région pétrolière. Alors bien qu'elle entretienne de bons rapports commerciaux avec Massoud Barzani, la Turquie n'est pas mécontente de voir un Kurdistan irakien bien qu'ami, mais quand même affaibli, limitant ainsi leur zone d'influence sur les Kurdes de Turquie. Considérons maintenant le front syro-irakien. En 2014, le conflit avec Daesh nous entraîne sur le terrain du front syro-irakien, là où ils ont installé le califat. Le mont Sinjar au nord-ouest de l'Irak est attaqué et aussitôt Massoud Barzani retire ses positions de cette région et abandonne les Yézidis aux mains de Daesh. Les Yézidis sont une autre communauté kurde non musulmane, empreinte de zoroastrisme. Les combattants kurdes turcs du PKK, les YPG et les YPJ syriens interviennent et établissent un corridor humanitaire pour permettre l'évacuation des Yézidis vers la Syrie. Et finalement, ils reprendront la région au bout d'1 an de lutte. Les femmes Yézidis formeront à leur tour une armée féminine pour combattre en 2016 et 2017 des attaques ponctuelles du parti kurde de Massoud Barzani. Puis, après avoir défendu les Yézidis, ces mêmes combattants partiront plus à l'ouest, en Syrie, pour libérer Kobané, sous l'emprise de Daesh.
Sur le front nord syro-irakien, du Sinjar jusqu'à Kobané, appuyés par les raids de l'aviation américaine, le PKK turc et le PYD syrien feront tomber le califat de Daesh en Syrie et en Irak. Et d'ailleurs en 2017, les États-Unis ont retiré le PYD syrien de la liste des organisations terroristes. Partons maintenant du côté de l'Iran. Là, c'est la chape de plomb. Les Kurdes sont sunnites dans un pays chiite. Et ils subissent la double peine de la part du régime des mollahs. Celle d'être kurdes et sunnites. Ils sont emprisonnés sous des motifs de droit commun afin de dissimuler la répression subie par les Kurdes iraniens. Fortes de leur philosophie égalitaire, les femmes de Dersim ont conquis la parité, un acquis inconcevable ailleurs au Moyen-Orient. Le mouvement enclenché par Sakineh a gagné l'extérieur des prisons. D'abord par le biais des mères, épouses et sœurs de prisonniers, qui rallient à leur cause de plus en plus de femmes. Puis portée par cet élan, pour la première fois de l'histoire, une femme kurde est élue au Parlement turc en 1991. Ce qui a permis de casser la suprématie de Daesh, c'est la femme. Partout, les femmes ont été au front. Elles se sont opposées à Daesh dans les tranchées. Les YPJ ont vocation à embrasser toutes les femmes du monde. Nous sommes persuadés que si toutes les femmes s'unissent, le terrorisme disparaîtra. Tout d'abord, nous les Syriaques, nous avons toujours été opprimés et nous ne nous sommes jamais révoltés. Maintenant, ça change. Le souffle est venu d'Irak. La femme kurde s'est organisée depuis le premier jour de la révolution dans tous les domaines. Elle a pris une place de choix dans le système démocratique. Elle a mis en œuvre un système de coprésidence mixte dans toutes les administrations et dans les partis, ainsi qu'un système de défense mixte. Nous, les femmes du Rojava, durant notre révolution, nous avons pu en très peu de temps faire avancer les droits des femmes de manière remarquable. Les Kurdes ont donc été des acteurs majeurs dans la lutte contre Daesh. Et si le départ annoncé des troupes américaines de cette région de combat se réalise, cela laisserait les Kurdes sur la menace d'une intervention militaire de la Turquie à Manbij, dans le sud de Kobané. Mais cela ne sera qu'une énième trahison et les Kurdes y sont habitués. La communauté internationale, après avoir appuyé les Kurdes dans le combat contre Daesh, va-t-elle leur tourner le dos? Alors que peut faire l'Europe? Alors pas grand-chose, dans la mesure où elle est divisée et a déjà passé un accord tacite auprès de la Turquie, afin d'organiser les camps de migrants chez eux, en échange de quoi elle fermera les yeux. Faire intervenir l'ONU, ce machin qui émet des résolutions qui ne servent à rien. Faire intervenir l'OTAN, la Turquie en fait partie, nous aurions l'air malins. En fait, les États-Unis, qui se ressentent sur eux-mêmes et leur économie, n'ont plus aucun intérêt à servir de gendarmes dans la mesure où ils n'ont pratiquement plus aucune influence dans cette région, les Russes les ayant supplantés. Ils conservent un pied militaire au Pakistan, en Arabie Saoudite et Israël comme allié de poids. En effet, l'échec des 17 années d'intervention en Afghanistan, d'où ils veulent fort heureusement aujourd'hui se retirer, et l'état dans lequel ils ont laissé l'Irak après leur intervention, a donné une image déplorable des États-Unis, déjà bien écornée avant tout cela. Alors si les États-Unis se désintéressent du Moyen-Orient, c'est que l'approvisionnement en pétrole n'est plus aujourd'hui un problème. Ils orientent toute leur attention vers leur ennemi commercial actuel, la Chine. Puis ils sont piégés dans la lutte contre le terrorisme, en soutenant les Kurdes syriens, les pires ennemis de la Turquie, qui est elle-même membre de l'OTAN, donc l'allié des États-Unis. C'est sûrement ce qui explique le revirement des États-Unis après la déclaration de Donald Trump annonçant le retrait de la Syrie des troupes américaines. Le Pentagone est encore puissant. Donc il ne reste que les Russes à pouvoir agir sur le terrain syrien. L'Iran, empêtré d'une part dans l'embargo décrété par les États-Unis, et d'autre part avec le soutien aux Houthis yéménites, n'ont pas vraiment
les moyens d'intervenir. Alors aujourd'hui, l'acteur influent dans cette région est la Russie, et qui n'a aucun intérêt à affaiblir les Kurdes. Et bien au contraire, alliés de Bachar el-Assad, qui leur a accordé une certaine autonomie, ils sont sur le terrain contre les dernières forces de Daesh dans la région d'Alep, et peuvent être un élément stabilisateur dans une Syrie qui tente de renaître de ces 7 années de guerre civile. Mais les Russes voudront-ils le faire? Quel sera leur niveau d'intervention et quel champ d'action laisseront-ils aux Turcs? Après avoir gagné sur le terrain militaire dans la région, Poutine doit maintenant gagner sur celui de la diplomatie. Ce qui n'est pas son fort quand on voit comment il a procédé en Tchétchénie et en Crimée. Ce n'est pas gagné d'avance, et c'est peut-être le piège que leur tend Donald Trump. Il est important que le Rojava reste stable. Rappelons que les Kurdes détiennent dans leur prison des centaines de djihadistes et qu'il ne faudrait pas qu'ils soient relâchés dans la nature. Trois raisons poussent la Turquie à intervenir à Manbij, la porte d'entrée dans le nord de la Syrie. La première est géostratégique. En effet, Bachar el-Assad a accordé aux Kurdes syriens une sorte d'autonomie. Ce serait ainsi la deuxième région kurde, après le nord irakien, à obtenir leur autonomie. La constitution des cantons de la région autonome syrienne prévoit que le Rojava demeure une partie intégrante de la Syrie. Ce nom recouvre toute cette région-là, qui est un mélange de toutes ces communautés, kurdes, arabes, yézidis, turkmènes et tchétchènes. Le régime qu'on avait avant la Révolution était fondé sur le nationalisme, sur des bases religieuses, sur un parti unique, un régime chauvin qui ne respectait pas les droits des différentes communautés, dont ceux de la communauté syriaque. La Syrie et l'Irak ont donc des frontières communes avec le sud-est de la Turquie. Or, c'est justement là où se situe la région kurde de Turquie. Ces trois régions kurdes auraient donc une frontière commune. La Turquie doit donc repousser le PYD des Kurdes syriens pour qu'ils ne s'emparent pas du petit couloir entre Afrin et Manbij, afin de conserver une zone tampon avec des communautés plus favorables à la Turquie. Et c'est là la limite que pourrait accepter la Russie. La deuxième raison est culturelle, car dans cette région, l'émancipation des femmes connaît un essor important sous l'impulsion des unités féminines de protection, les YPJ. La parité est obligatoire, les femmes participent à part égale avec les hommes aux structures administratives et politiques des trois cantons du Rojava. La troisième raison est politique, car Abdullah Öcalan, figure historique du mouvement kurde, emprisonné en Turquie depuis 1999, qui pendant des années de détention a lu et a été influencé par les écrits d'un penseur libertaire américain, Murray Bookchin. Öcalan est le père du confédéralisme démocratique. Ce système qui a été mis en place au Rojava prône des assemblées communales et cantonales, ouvertes à toutes les communautés, avec représentation paritaire obligatoire. Au cœur du projet politique du Rojava, l'émancipation des femmes. Alors nous le voyons, s'il est inconcevable d'envisager un État kurde, les exemples irakiens et syriens pourraient servir de modèle, c'est-à-dire une région autonome inclue dans les frontières de chaque pays. La réunification d'un État kurde paraît bien impossible, et ceci pour trois raisons. Premièrement, divisé géographiquement, divisé politiquement, divisé économiquement, et à moindre échelle, divisés par leur religion. Isolés dans 4 pays séparés par des frontières, les dirigeants de ces pays savent savamment jouer des querelles interkurdes. Deuxièmement, les intellectuels, journalistes, fonctionnaires et élus qui pourraient impulser une telle unité sont emprisonnés. La Turquie détient d'ailleurs le record mondial du nombre de journalistes et d'intellectuels emprisonnés. Troisièmement, l'indifférence de la communauté internationale
qui, pour leurs intérêts économico-politiques, préfèrent fermer les yeux. صار كم ديني من بما صار دينك دول صار كم ديني من بما صار دينك